Bonsoir, bienvenue à tous, l'ère de la santé, l'émission qui met votre bien-être au premier plan. Je suis ravi de vous présenter cette émission. Ensemble, nous allons explorer les différentes facettes d'une vie saine et équilibrée. Aujourd'hui, sur l'ère de la santé, nous avons le plaisir d'accueillir une sage-femme. Une sage-femme qui va essayer de partager avec nous ses connaissances et ses conseils sur les questions liées à la contraception et à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Allons à la rencontre de notre invité. La contraception est un sujet essentiel pour de nombreuses personnes, qu'elles souhaitent simplement planifier une grossesse ou maintenir une bonne santé. De même que la question liée à la prévention des infections sexuellement transmissibles, qui est d'une importance capitale pour maintenir une bonne santé sexuelle. Bonjour Madame Grace Owosa. Bonjour monsieur. Je suis ravi de vous avoir sur mon émission. Merci monsieur. C'est un plaisir. Alors Madame, quels sont les différents types de méthodes de contraception disponibles et comment fonctionnent-elles? Bon, les différentes méthodes de contraception qu'il y a sont les suivantes. Nous avons les méthodes contraceptives naturelles, les méthodes contraceptives hormonales, les méthodes de barrière, les méthodes chirurgicales, les contraceptions d'urgence et le dispositif intra-utérin. Alors vous pouvez essayer de nous donner quelques détails parce que là vous avez donné les différentes catégories de méthodes contraceptives qui existent. Vous avez parlé des méthodes naturelles et essayez quand même d'être un peu plus explicite pour nous, pour nos auditeurs. Dans les méthodes contraceptives naturelles, nous avons la méthode de l'allaitement et de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, de calendrier, de la méthode Ogino, de la température basale du corps. Dans les méthodes contraceptives hormonales, nous avons les contraceptifs oraux combinés, les progestatifs, non, les pilules progestatives pures, les contraceptifs injectables, les implants. Dans les méthodes chirurgicales comportent en fait la vasectomie et la ligature des trompes. La vasectomie chez l'homme, c'est-à-dire la ligature des canaux différents, et la ligature des trompes chez la femme. Dans les méthodes barrières, nous avons le préservatif au condom, le diaphragme et les préservatifs pour femmes aussi, les fémidomes. Dans les contraceptions d'urgence, il y a les contraceptions d'urgence mécaniques qui comportent encore le préservatif masculin et les contraceptions d'urgence qui sont des pilules. Maintenant, dans le DIU, c'est le dispositif intra-utérin. Dans quel contexte on utilise ce dispositif intra-utérin, par exemple? Dans quel contexte? Bon, je pense pas qu'il y ait de contexte pour ça. Il suffit juste que la femme vienne et qu'elle demande. Et souvent, elles viennent avec leur préférence. Elles demandent à ce que tu leur places le dispositif intra-utérin. Et le dispositif intra-utérin a pour durer 10 ans. On essaie de voir, parce que chacun devrait connaître son corps. On essaie de discuter avec la patiente, de lui montrer toutes les méthodes de contraception et à l'aide des contre-indications, des avantages, des inconvénients, des effets secondaires, elle est libre, dans un consentement éclairé, de choisir elle-même son... Alors je veux simplement vous demander quels sont les facteurs qui sont pris en compte lors d'un choix d'une méthode de contraception. D'abord, la patiente devrait essayer d'aller voir une sage-femme. Cette sage-femme est censée lui apporter une certaine confiance. La sage-femme devrait tenir compte de sa situation clinique et personnelle, des effets, des contre-indications et de la tolérance et aussi des préférences de la femme, de la patiente. Alors, quelles sont généralement les erreurs courantes que les gens commettent lorsqu'ils utilisent des méthodes de contraception et comment peuvent-ils éviter ces erreurs-là? Bon, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres femmes, elles pensent
qu'en lavant, le lavage vaginal est un moyen de contraception. En fait, c'est faux puisque dans le sperme, le sperme est contenu de 95% d'eau et de 5% de substance de muqueuse en fait. Du coup, même si elles font le lavage vaginal, ce n'est que ce qu'elles lavent en fait, elles n'éliminent pas en fait les spermatozoïdes ou genre le sperme en fait. Tout ce qu'elles sont en train de laver, ce n'est que de l'eau. Et il y a aussi le fait de ne pas avoir de préservatif sur soi et ne pas adopter une méthode de contraception, fumer et boire pendant qu'on est sous contraception hormonale. Faire comme ses copines. Vous avez parlé des contraceptions hormonales, je ne vous coupe pas. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients liés aux méthodes contraceptives hormonales et non hormonales? Bon, hormonales, les avantages des contraceptions hormonales. D'abord, elles n'interfèrent pas avec les rapports sexuels. Elles protègent contre le cancer de l'endomètre. Elles empêchent l'inflammation du pelvis. Régularisent le cycle menstruel. Ne pas faire aussi confiance aux moyens de contraception. Il y a certaines jeunes qui se disent que vu que j'ai fait tel moyen de contraception, ce n'est pas fiable. Or, chaque méthode de contraception a sa fiabilité. Il y a aussi le fait que plusieurs jeunes utilisent n'importe quel lubrifiant avec n'importe quel préservatif. Il y a aussi le fait de prendre régulièrement la pilule du lendemain. Or, la pilule du lendemain, c'est la contraception c'est une contraception d'urgence en fait. Et on ne peut pas dépasser, on ne peut pas l'utiliser 2 fois par an. C'est-à-dire, si je comprends bien, la contraception d'urgence qui est la pilule du lendemain ne peut qu'être utilisée que plus de 2 fois l'année, c'est ça? En fait, la personne, c'est au plus 1 fois par an en fait. Ne peut pas être utilisée 2 fois par an. Ok, d'accord. Ne peut pas être utilisée 2 fois par an. Alors, quel conseil donnerez-vous aux personnes qui envisagent changer de méthode de contraception? Bon, tout d'abord, j'aimerais dire à ceux-là de consulter une sage-femme ou un médecin. Et puis, c'est le médecin ou soit la sage-femme, en tenant compte de leur plainte, pour pouvoir changer la méthode qu'ils sont en train d'utiliser pour une autre. De savoir s'il faudrait le changer ou pas. Parce qu'il y a d'autres femmes, il suffit juste qu'elles aient des saignements minimes sur une contraception. Elles pensent déjà que c'est grave, ou soit qu'elles aient des saignements irréguliers. Or, c'est pas ça, c'est pas un truc grave en fait. Hein? Il faut sensibiliser, il faut tenir compte de ce que madame dit. Et puis, faudrait pas que la patiente pense que c'est ce qu'elle a mis, c'est la méthode de contraception qui lui crée tel ou tel problème en fait. Alors, selon vous, quels sont les signes qui indiquent qu'une méthode de contraception est efficace ou qui ne convient pas à une personne? Bon, nous avons l'aménorrhée. Nous avons... L'aménorrhée, c'est-à-dire l'aménorrhée de façon permanente, c'est ça? Bon, est-ce que c'est l'aménorrhée? Ou un dysfonctionnement de l'aménorrhée? Justement, le spotting, c'est-à-dire le champ. Spotting, c'est-à-dire avoir un saignement sur, par exemple, sur Jadel. Jadel, par exemple, c'est un nez blanc. Donc, on appelle ça spotting. Donc, spotting, saignement minime, les céphalées, l'hypertension artérielle, la prise de poids. Je pense que c'est terminé. Alors, quelles sont les mesures les plus efficaces pour éviter les infections sexuellement transmissibles? Bon, pour moi, et le conseil que j'ai à donner à ceux qui me suivent, c'est soit les méthodes barrières, c'est-à-dire le préservatif, ou carrément l'abstinence. C'est moi ma conviction. Puisque toutes les méthodes de contraception n'évitent pas, en fait, les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Il n'y a que le préservatif qui... C'est-à-dire que le préservatif a double fonction. C'est-à-dire non seulement justement empêche une grossesse, une grossesse et aussi ça protège contre les infections. La transmission des IST. Ok, d'accord. Alors, vous recommandez l'utilisation du préservatif si éventuellement on veut prévenir une infection sexuellement transmissible au cas où on rencontre un partenaire qui
n'inspire pas confiance. Justement. D'accord. Faut carrément s'abstenir. Alors, j'aimerais vous demander quels sont les symptômes courants des infections sexuellement transmissibles Bon, et quand devrait-on consulter un professionnel de la santé en cas où on constate vraiment une infection et voilà. Les symptômes, et c'est quand on va voir les symptômes qu'on pourra savoir si c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, c'est à vous de nous éclairer là-dessus. Merci pour la question. En fait, les symptômes qu'une personne peut présenter lorsqu'il contracte plutôt les infections sexuellement transmissibles. Nous avons d'abord une fièvre. Ça peut être une fébricule comme elle peut être genre, elle peut aller de 38 degrés voire 39. Nous avons des écoulements. Chez la femme, nous avons des écoulements vaginaux anormaux. Chez la femme, on parle souvent, elles ont de pertes blanches. Il y a les pertes blanches physiologiques, il y a les pertes blanches pathologiques. Mais dans ce cas, ça devient des pertes blanches pathologiques. On dit que le vagin a une certaine odeur, genre a une odeur particulière. Et cette odeur, c'est souvent quand vous prenez le coq que vous tuez et que vous le plongez dans l'eau chaude et que vous voulez le déplumer. En fait, c'est cette odeur-là. Vous voyez que c'est pas une mauvaise odeur, en fait. Non, une odeur naturelle, c'est ça? Justement, c'est l'odeur caractéristique du vagin. Maintenant, quand ça devient des pertes blanches pathologiques, ça sent comme du poisson pourri. Vous voyez, du poisson pourri, du poisson frais, un truc du genre. C'est comme ça que c'est ça. Alors, vous parlez là des infections sexuellement transmissibles chez la femme. Et chez l'homme. Mais quels sont les symptômes généralement qu'on observe? Chez l'homme, là aussi, il y a aussi, au niveau, s'il a souvent envie, au niveau du prépuce, il y a aussi des écoulements anormaux. Il y a une certaine sensation de gratter. On appelle ça le prurit. Donc, ça le gratte souvent. Et il a des douleurs à la miction. Normalement, la miction, elle devrait se faire de façon spontanée et sans douleur, en fait. Donc, ils ont souvent une douleur lors de la miction. Il y a aussi le bas-ventre qui fait vraiment, vraiment mal. Nous avons aussi des trucs là, des petits boutons au niveau des organes génitaux. En fait, ces boutons, on appelle ça du chancre. Et c'est un petit bouton avec un trou, mais pas du tout douloureux. Et les questions, généralement, les hommes parlent de choupie, c'est-à-dire quand ils veulent uriner, ça fait mal. Est-ce que c'est une infection? C'est un symptôme d'infection, c'est ça? Oui, c'est un symptôme d'infection. Sexuellement transmissible. Et quel est le diagnostic généralement quand ça fait mal, quand on veut piquer, quand on veut uriner? Généralement, ça s'observe chez les hommes. Hein. Oui, justement, ça s'observe chez les hommes. On veut uriner, ça fait tellement mal. Ça fait très mal. Alors, c'est quoi le diagnostic d'un symptôme pareil Bon, on ne peut pas poser directement un symptôme d'infection sexuellement transmissible là, parce que il y a plusieurs infections. Il y a plusieurs infections et puis on peut pas, ça peut être une infection urinaire, comme ça peut être une infection sexuellement transmissible. Donc, c'est selon les signes généraux, les signes fonctionnels, les signes paracliniques, on pourra déterminer si c'est une infection sexuellement transmissible. Alors, comment aborder la discussion de la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles avec son partenaire? Puisque généralement, c'est difficile, hein? Mais généralement, vous allez constater que surtout chez les hommes, tu rencontres une fille et en voulant avoir des rapports sexuels avec elle, tu constates qu'elle a une odeur sur l'affût, tu ne lui dis pas concrètement. Donc, selon vous, quels sont les conseils, comment aborder ce sujet-là lié à la contraception, mais aussi à la prévention des infections sexuellement transmissibles avec son partenaire? D'accord. Bon, généralement, c'est très difficile. C'est très difficile de dire à son partenaire, par exemple, comme vous venez de le dire, qu'il a une certaine odeur ou qu'elle a une certaine odeur. Mais ça se constate généralement plus souvent chez les femmes. Bon, si c'est moi, je suis pas... En fait, j'aime être directe. Si je devrais être à la place d'un homme pour pouvoir parler de ça à ma partenaire, je l'appelle. Je lui dis, on veut discuter, on doit discuter. Et cela, ça parle de toi, ça parle de moi. Ça ne parle pas uniquement de toi. Parce que là, elle peut
donner facilement et gratuitement des maladies à son partenaire. Hein? Il dirait que en fait, ça tient compte de toi et de moi. Du coup, j'ai vu, en fait, pas en l'insultant, hein. Il va dire, j'en recule depuis quelque temps. Il a constaté que il y a quelque chose qui a changé. Elle ne prend pas trop soin d'elle, de son hygiène, non, de son hygiène, son truc là, corporel, et surtout son hygiène vaginale. Et puis, le partenaire doit lui faire comprendre que ça lui cause plus de problèmes. Ça cause plus de problèmes à elle, en fait, qu'à lui. Parce que si lui, il prend ça comme comme l'insulter, tout ça, que c'est lui, il aura des problèmes, lui, il aura le sida ou bien un truc du genre, elle va se sentir vexée. Du coup, tu fais comprendre à ta partenaire que c'est elle qui aura plus de problèmes par rapport à ses organes génitaux. Du coup, tu appelles, tu lui fais comprendre le sujet, tu lui dis que voilà, j'ai vu qu'il y a telle chose, tu ne respectes pas les règles de l'hygiène corporelle et vaginale. Et même le mari, le partenaire peut essayer de lui prendre des trucs. Il y a des trucs là, il y a Saforel gel, il y a plusieurs gels en fait pour pouvoir laver, pour que ça émane une bonne odeur en fait. Et parlant des contraceptions, si c'est le partenaire, bon, le ou la partenaire. Généralement, il y a une mésentente qui s'observe chez les personnes en couple. Justement. Parce qu'ils ne s'entendent pas sur les questions liées à la contraception. Surtout après juste l'accouchement. Et ce qui fait que avant le retour des couches, il y a beaucoup de grossesses qu'on observe et donc. Moi, je propose qu'après une grossesse, un accouchement, la femme se mette en même temps sous contraception. Parce que il faudrait avoir des espacements de naissance. Là, on parle de planification familiale. Il faudrait qu'il y ait des espacements de naissance. Et puis, qu'on fait comprendre à la femme qu'en fait, le fait porter une grossesse, 1 an, 2 ans, va plus affaiblir ses organes génitaux. Donc, essayez de le faire. C'est là donc tout parle dans la discussion, dans le dialogue. Oui. Et bon, généralement, en fait, c'est pas forcément, comme vous le dites là, c'est pas forcément adopter forcément une méthode. Et on peut opter pour le préservatif qui est un moyen aussi de contraception. Justement. Si on ne veut vraiment pas introduire un corps étranger dans son organisme. Justement. Ou bien, oui. ou opter pour l'abstinence. C'est possible dans le couple aussi, non? Bon, l'abstinence, moi, je ne pense pas que ce sera possible dans un couple, en fait. Parce que tu es avec ton partenaire, il est devenu ton mari. Dans un sens, en fait, plus clair, plus normal, tu ne peux pas demander à ton partenaire de s'abstenir pour toi, juste parce que on a demandé que tu restes sous méthode contraceptive. Il suffit juste soit d'utiliser le préservatif ou la méthode contraceptive naturelle, la méthode de l'allaitement maternel, de l'aménorrhée. La maman, c'est ça? Justement, pendant 6 mois. Parce que elle va allaiter le bébé pendant 6 mois. Et il y a des retours. Vous savez que après accouchement, on ne retrouve pas directement les menstrues. Donc, elle peut adopter cette méthode-là. Ou soit la méthode du collier pour compter les jours où il y a ovulation, tout et tout. Mais je peux pas demander à une femme, ou soit à une femme de dire à son mari qu'elle préfère l'abstinence. D'accord. Alors, vous savez que la question liée à la disponibilité des informations fiables pose problème. Et selon vous, quelles sont les ressources ou les lieux où on peut avoir des informations très fiables sur les questions liées à la contraception et pourquoi pas au conseil sur la prévention des infections sexuellement transmissibles? Ok. Bon, pour moi, dans les recherches que j'ai eu à faire, les ressources plus fiables où on pourrait avoir plus de trucs là, de connaissances et plus d'informations sur les méthodes de contraception et les infections sexuellement transmissibles. Nous avons magazine Amour et Vie, nous avons ABPF, nous avons truc là,
Nous avons aussi l'hôpital. Elle peut aller directement à l'hôpital. Elle peut aussi aller dans le service de truc là. Le service De de maternité, PTME, prévention, transmission, mère-enfant. l'enfant, Et dans les ça, CS, dans les maternités. justement, là, partout, quand je parle d'hôpital, c'est pas genre, tout ça, ceux qui font corps avec ce genre de trucs, quoi. Prévention, transmission, mère-enfant et service de planification familiale, CHT par exemple, là. Et ça va passer. Merci pour vos apports, madame. Grâce au ça, je rappelle que vous êtes sage-femme. Vous avez essayé d'apporter quelques éclaircissements sur les questions liées à la contraception, à la prévention des infections sexuellement transmissibles. Nous remercions nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.